Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On espère que vous êtes en forme, que ça va bien pour vous en tout cas. On va passer sans doute une belle semaine, on va tout faire pour ça et on va commencer par une fresque dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir à Simon Robert de la fresque du climat et à Vincent Defoe. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'allais dire, est-ce que c'est une... Parce que je vais faire une promesse aux téléspectateurs en disant qu'on va passer une bonne semaine. Il y a beaucoup de couleurs dans la fresque? Il y a beaucoup de couleurs? De couleurs? Oui, il y en a beaucoup. D'accord. C'est quoi cette fresque? C'est quoi cette fresque? Donc c'est déjà la fresque, c'est une fresque du climat, c'est une association qui a été créée par Cédric Ringenbach, qui est un Français. Il a travaillé dans le think tank The Shift Project et qui est aussi conférencier sur le climat et l'écologie. Et il a créé cette fresque avec des élèves lors d'un cours en université et il a réussi à créer un jeu, en fait, un atelier qui dure 3 heures et qui permet aux participants de tout comprendre, en fait, sur le climat et le réchauffement climatique. La fresque dont on parle, a été conçue par Cédric Ringenbach. D'accord. Oui. Quand on parle d'écologie, il y a moyen, j'allais dire, sur une fresque de dessiner un message? Oui, en fait, le message, il est représenté à partir de cartes, en fait. La fresque du climat, en fait, c'est pas une fresque, une peinture. C'est basé ça, c'est pour la hausse de température. Voilà, la hausse des températures. Il y a par exemple la carte fonte de la banquise. Et en fait, le but du jeu... Et ça, c'est la fonte de la banquise. Ouais. D'accord. Et c'est un travail de combien de temps à peu près? C'est l'atelier qu'on propose, il dure 3 heures, mais la fresque en elle-même, elle va durer 1 heure et demie. Donc le but du jeu, le but de cet atelier, c'est de poser les cartes. Donc par exemple, ces 2 cartes, de les poser de cause à conséquence. Et d'essayer de comprendre, est-ce que c'est la hausse de la température qui fait fondre la banquise ou la fonte de la banquise qui fait augmenter les températures. Et ça, c'est des cartes assez classiques, mais on comprend, il y a 42 cartes, donc 42 cartes sur les différents composants du réchauffement climatique. Et ces 42 cartes, à la fin, on voit bien une magnifique fresque devant nous. Quelle est la personne ou les personnes à la cause en amont et qu'est-ce que ça va nous donner au fil des années. Et déjà maintenant, on peut le voir dans l'actualité. Je pense que c'est publié sur les réseaux sociaux? Oui, on est sur tous les réseaux sociaux. Oui. Comment le public réagit? Étonné. Souvent, on a beaucoup de personnes qui sont déjà, on va dire, qui connaissent déjà toutes les composantes du réchauffement climatique. C'est ces personnes-là qu'on reçoit généralement. Mais tout le monde apprend et il ressort de là avec beaucoup d'informations et on ressort aussi de là avec des solutions. On ne fait pas juste un état des lieux, on donne pas juste des conseils, on y va, on ressort de la fresque avec des solutions. Alors, c'est la presse, de manière générale, surtout la presse généraliste, met toujours l'accent sur la hausse de température, donc le réchauffement, la fonte de la banquise, donc la montée des eaux. Ouais. Ce sont des schémas qui sont actuellement tellement exploités qu'à un moment donné, on se dit, les gens vont plus y croire. Ils vont plus y croire, oui. Moi je trouve, contrairement à ce que vous dites, je trouve on ne parle pas assez de l'écologie, surtout en ce moment, là, par exemple, la reine Elisabeth II est décédée, ça fait 1 semaine. Il est allé sur tous les plateaux en continu. Les derniers rapports du GIEC, qui sont vraiment la Bible pour les chercheurs, tous les 5 ans, ce rapport sort. Il ne fait qu'une demi-heure sur un journal et après on passe à autre chose. Donc, est-ce que les gens sont assez informés? Je ne sais pas. J'en croise beaucoup qui ne le sont pas suffisamment et on est aussi là pour informer les gens et pour essayer de leur faire prendre conscience surtout. Vincent Defoe, vous qui êtes du mouvement écologiste, bien sûr, oui. Est-ce que les gens ont envie d'entendre ce discours de catastrophe? Alors, c'est comme toujours, c'est toujours un peu ambigu avec les gens, comme on dit, avec le grand public. Et enfin, moi, pour la fresque du climat, j'ai vécu non pas l'entière fresque, mais la fresque quiz. Lors d'un pique-nique militant, on a pu, grâce à la fresque du climat, justement,
tester nos connaissances. C'était très instructif déjà, très pédagogique. Et je remercierai jamais assez, encore une fois, les militants de la fresque du climat qui font, à mon avis, un travail de service public. Et je pense que ça devrait être obligatoire pour tout le monde, comme lire, écrire, compter, et aussi faire les premiers gestes de secours, hein, parce que c'est important aussi. Et bien là aussi, c'est comme un geste de secours. Il faut apprendre aux plus jeunes, à partir de 10 ans, c'est ça, c'est quoi le réchauffement climatique, quelles sont les conséquences, et effectivement, comme M. Robert l'a dit, quelles sont les solutions. Parce qu'il y a aussi un autre problème. Alors, il y a plusieurs aspects des choses qui sont, à mon avis, importantes. C'est le à quoi bon. Et au moins, les gens, ils savent, on sait que ça va monter. Donc, on va pas habiter au bord de la mer, on va habiter à 50 mètres plus haut. Et puis, et tant mieux, il fera chaud toute l'année. Donc, on n'aura plus d'hiver. Il y a aussi un constat à faire. C'est que les gens qui ont de l'argent et qui peuvent trouver des solutions ne le font pas. Et eux qui n'ont pas beaucoup de moyens, surtout par rapport à ces milliardaires, ils se disent, mais comment, eux, ils vont trouver des solutions ? Les solutions de tous les jours pour le grand public, les éco-gestes. Alors oui, je laisserai tout à l'heure M. Robert s'exprimer, mais avant aussi, il y a un autre problème, et je pense que la fresque est bien, comme solution. C'est un mouvement qui apparaît aujourd'hui, dont il ne faut pas nier l'importance, c'est l'éco-anxiété. C'est-à-dire, il y a beaucoup de citoyens aujourd'hui qui sont inquiets. Surtout les jeunes. Oui, les jeunes, quel est notre avenir si demain on vit dans un monde pollué? Bon, ça c'est une chose, mais un monde aussi invivable, avec la montée des eaux, avec le réchauffement climatique, on ne sait pas, où il y aura des pandémies les unes à la suite des autres, et légitimement, ça peut provoquer des crises existentielles. Et je trouve que la façon dont la fresque du climat est menée, quelque part, après c'est mon avis personnel, hein, bien sûr, mais aussi en tant que militant, c'est d'une part rassurant, et puis on a des perspectives. Et on sait que, avec telle ou telle chose, en faisant telle ou telle activité, ou en réduisant, on peut agir très concrètement sur le climat et contre donc, ce réchauffement. Mais c'est, encore une fois, c'est les moyens pour faire, d'abord pour informer, pour sensibiliser. Est-ce qu'il n'y a pas une disparité entre les moyens qu'ont les plus riches de polluer la planète et le peu de moyens qu'ont les citoyens qui prennent conscience de l'urgence d'essayer de trouver des solutions? Oui, j'allais dire à M. Robert, mais comment on fait quand vous avez un public? Parce que contrairement à ce qu'on peut croire, c'est la question démographique, il n'y aura pas de tabou ce soir. On parle souvent, la question démographique, c'est parce qu'il y a trop d'hommes, entre guillemets, ou trop d'hommes ou trop de femmes sur la Terre, qu'il y a le problème du réchauffement climatique, etc. Sous-entendu, souvent d'ailleurs, il y a trop d'hommes et de femmes en Afrique, bien sûr. Par contre, c'est qui pollue le plus? Il faut le dire les choses. C'est les pays les plus riches. Et après, monsieur Ramoudou, vous insistez sur les riches en général, mais c'est les nations les plus riches, États-Unis, Europe, etc., qui polluent énormément. Et c'est à nous d'abord, les grandes puissances, les 10 premières, dans l'ordre exactement, M. Robert peut-être nous précisera tout à l'heure, mais c'est aux nations les plus riches de faire le plus d'efforts, et c'est aux gens les plus fortunés de faire des efforts. Moi, j'ai une question, par exemple. Comment réagit quelqu'un qui a un 4x4 SUV face à la fresque du climat? En même temps, je ne veux pas stigmatiser non plus ces personnes qui ont réussi dans la vie, certainement, qui ont un 4x4 SUV, en plus SUV avec le électrique, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'il y a un type de transport, des déplacements qui a été favorisé? Comment aujourd'hui? Après, vous me direz, à La Réunion, comme on n'a pas de train, comment on peut faire pour avancer sur tel et tel dossier, telle et telle problématique liée au réchauffement climatique? Moi aussi, c'est ça qui m'intéresse, et je pense que ça veut dire aussi qu'il y a des mesures à prendre politiquement à La Réunion pour qu'on avance, et la question des déplacements est essentielle. On ne peut pas continuer tous les jours à La Réunion à prendre sa voiture pour aller tout seul, pour aller un autosoliste, hein, je crois qu'on dit ça comme ça, pour aller au travail, c'est plus possible. Et le bus ne suffira pas. Mais là, pour vous, il y a ce qu'on appelle aussi un travail qui est énorme, c'est de changer les mentalités et des éléments du schéma, du comportement humain.
si je peux dire justement, Gismi, c'est que moi je suis taxé de politique, je me suis présenté à des élections, j'essaye de faire passer un message politique au moment des élections et entre les élections par des communiqués ou des émissions, etc. Et peut-être que c'est aux associations, comme à la fresque du climat, qui eux n'ont pas cette méfiance. On est apolitique. La politique, oui. C'est eux qui doivent faire le travail finalement et qui ont plus de chances de réussir. Alors, pour suivre ce qu'il vient de dire, est-ce que quand vous vous adressez au public, quel est le retour que vous avez ? Déjà, la fresque du climat, moi, j'y vais en tant qu'animateur et la fresque, elle est faite par les participants et moi, je me mets en retrait. C'est eux qui travaillent sur la fresque, c'est eux qui font tous les liens de cause à effet. Moi, je rentre en jeu, si je peux dire, que quand il y a un mauvais lien, un lien faux entre différentes cartes, là, mais sinon c'est eux qui font tout le reste. Et pour en revenir sur les personnes riches, c'est vrai que c'est prouvé que c'est les riches qui polluent le plus et c'est les plus pauvres qui vont en pâtir. C'est les pays les plus pauvres et les plus sous-développés qui vont avoir les conséquences du réchauffement climatique qui vont leur arriver en pleine face en premier. Donc c'est un travail où bien entendu, nous, en fait, les riches, c'est pas ceux qui ont un SUV forcément. Les riches, c'est tous ceux qui gagnent, et c'est prouvé scientifiquement, c'est tous ceux qui gagnent au-dessus de 1 500 € par mois. Ah. Donc nous, on fait partie des plus riches, tout le monde, pas tout le monde, tous ceux qui sont à plus de 1 500 € par mois, font partie des 10% les plus riches sur la planète. C'est énorme. Et c'est nous, les 10% les plus riches, qui polluons jusqu'à 50%, c'est nous qui émettons jusqu'à 50% des émissions de gaz à effet de serre. D'accord. Donc c'est vrai que le grand pas à faire, c'est surtout les pays riches, nous en premier, la Réunion aussi, fait partie des pays riches, même s'il y a 40%, je crois, de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Bien entendu, c'est pas eux qui vont à eux de faire les premiers pas. C'est aux plus riches dans un premier temps, et après, si on est tous ensemble, c'est encore mieux, quoi. Alors, mais j'avais une question, enfin, ça me taraude parce qu'en même temps, je sais que c'est humain, mais du coup, quand on peut faire les efforts qu'on veut, mais il suffit de prendre une fois l'avion pour exploser son chiffre et participer pleinement, mais dans pleine phase justement, au réchauffement climatique. Et pour la Réunion, c'est pour les territoires, enfin là je parle en termes politiques, mais aussi en tant que citoyen, enfin en tant qu'humain. Pour la Réunion, ne plus aller par exemple, si j'ai des enfants ou une sœur dans l'Hexagone, ne plus pouvoir aller les voir, ça pose aussi un problème. Déjà, je pense que la continuité territoriale, elle doit être, j'allais dire, exclue du process de réchauffement climatique. En fait, je sais pas. En fait, le but, c'est pas de passer de... Nous, on émet en moyenne, les Français, 10 tonnes d'équivalent CO2 dans la planète. On rejette l'équivalent de 10 tonnes. Le but, c'est pas passer de 10 tonnes à 2 tonnes en un an. Le but, c'est de réduire petit à petit. On peut pas réduire notre consommation à la fois de billets de train, de billets d'avion, d'essence, etc. On ne peut pas la réduire du jour au lendemain. Donc, bien entendu, à La Réunion, notre problème, c'est l'insularité. Et on a notre famille en France, en partie, une famille en France, et on a envie d'aller les voir. Donc, si on a du mal à agir sur ce point-là, sur le transport, sur l'avion qui est très émetteur de gaz à effet de serre, on agit sur autre chose. Il n'y a pas que ça. Il y a le transport. Bien entendu, il y a le transport au quotidien qui pollue énormément, la voiture. Il y a aussi l'alimentation, l'alimentation carnée, surtout le bœuf. Le bœuf, il émet 5 à 10 fois plus que le poulet pour la même contenance. Donc, il y a plein de pistes à réfléchir. Si on n'arrive pas à réduire notre trajet en avion, on peut agir sur d'autres choses et on verra plus tard si on peut réduire l'avion, si on y arrive en tout cas, parce que c'est vrai que la famille, c'est important, quoi. Et au niveau de chaque citoyen, quand on leur dit de faire des gestes qui soient des gestes écologiques, je pose toujours la question, mais si je ferme l'eau, même si ça coule pendant 10 secondes, qu'est-ce que ça peut faire? Mais ce n'est que... Et le citoyen pense à son niveau. Oui. Comment le faire en sorte qu'il s'imagine qu'il y a peut-être 2 milliards de personnes qui font le même geste, et que si 2 milliards de personnes font le bon geste, il y a tant d'eau qui... voilà, il faut faire juste la multiplication. S'il y a 2 milliards de personnes qui économisent 5 litres d'eau par jour, ça fait des milliards et des milliards par année.
Donc c'est énorme. Mais pour faire des gestes, là c'est des éco-gestes, on appelle ça, c'est des petits gestes. Pour faire les petits gestes, il faut déjà être emprunté de on doit avoir cette connaissance du réchauffement climatique. Ça doit nous habiter limite. Parce qu'on ne peut pas agir si on n'y croit pas. Donc il faut déjà y croire dans un premier temps. Et si on y croit, on pourra y faire face et on pourra commencer à agir. Par l'eau, par la nourriture, par les trajets. Mais c'est pour ça que la fresque du climat, elle est là aussi pour donner toutes les infos, toutes les solutions, et après, à vous de faire ce qui vous correspond le mieux, dans un premier temps. Mais encore une fois, c'est de motiver. Oui, il faut motiver. La base, parce que à chaque fois, c'est vers la base qu'on se tourne. Parce que la base peut faire des gestes qui ne coûtent pas grand-chose, mais qui rapportent beaucoup. Mais à ce niveau-là, c'est de parler de manière efficace à cette population. Oui, c'est très difficile et c'est un frein. Par exemple, sur une fresque du climat, si sur les 10 participants, s'il y en a un ou deux qui, à l'issue de cet atelier, il y en a un ou deux qui commencent à agir pour le climat, c'est une réussite déjà. Et nous, voilà, on donne les connaissances. Après, une fois qu'on est rentré chez nous, on peut plus rien faire pour vous, entre guillemets. C'est voilà, vous savez où on va, à nous d'agir tous ensemble. Et on ne sera pas chez vous en train de, voilà, quand vous brossez les dents, par exemple, il n'y aura pas une petite personne à côté qui va fermer l'eau pour vous. Voilà, après, on peut, voilà, il faut essayer de motiver aussi ces personnes-là, parce que notre devenir, notre avenir, notre futur, il sera pas vivable. Et ça, il faut essayer de prendre conscience aux Réunionnais. Si on dépasse là, on est à 1,1 degré au-dessus de... comment dire, la hausse de la température, on est à plus 1,1 depuis 1900. Donc on a pris 1,1 degré. Là, sur les courbes qu'on peut voir, on va tendre, on est entre 3,5 en 2100. Si on arrive à plus 2 degrés, tous les coraux sont morts. On n'a plus de coraux sur notre récif corallien. 2 degrés, là, c'est dans 25 ans. 25 ans, on n'a plus de coraux. 99% des coraux sont morts à plus de degrés. À plus de degrés, on a des cyclones dévastateurs. On en a connu 2 là récemment. Ils ont été... Moi, je vivais dans les Hauts. Ça a secoué. Et ils seront plus importants et plus forts. Pareil, les précipitations. Pareil pour la sécheresse. Donc, on va vers un avenir qui est incertain. Donc, on n'a plus le choix. Il faut se bouger. Il faut y aller. Mais après, notre cerveau nous joue des tours aussi. C'est-à-dire qu'on vit pour un confort. Pour réduire tout ça, il faut réduire notre confort, entre guillemets. Il faut, comme vous le disiez sur l'eau, prendre la douche un peu moins longtemps. Il faut partir un peu moins en vacances en avion. Il faut faire du covoiturage. Donc, on n'est pas tout seul dans sa voiture à écouter la musique qu'on veut et qu'on aime. Donc, il faut faire des efforts. Et du coup, il faut réduire notre confort. Et c'est ça qui bloque aussi Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème, j'allais dire, psychologique et historique? C'est-à-dire que, Réunionnais, on a longtemps été dans la pénurie. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, pour la plupart d'entre nous, avaient très peu de moyens, ne mangeaient pas leur faim. La viande, c'était aller une fois le dimanche et encore... pas de soins, donc on marchait, il n'y avait pas de voiture, c'était à pied, et après il y avait le petit train, enfin le train, mais c'était pas pour tout le monde non plus, et enfin, on était dans des situations très difficiles, avec l'évolution, la société de consommation, la départementalisation, etc. Les Réunionnais vivent bien avec une économie d'abondance, et puis là tout d'un coup, on leur dit, on fait machine arrière. Ouais. Ça rappelle des très mauvais souvenirs finalement. Ouais. Et mais en même temps, on doit aussi évoluer. Je crois qu'il faut passer le message. C'est pas forcément, mais c'est cette sobriété que j'appelle de nos voeux, cette décroissance, c'est aussi pour mieux vivre. Parce qu'effectivement, manger moins de viande, ça évite aussi l'obésité, les maladies cardiovasculaires. La santé. Pour la santé, c'est bien aussi. Et puis, il ne faut pas... L'abondance a ses limites. Est-ce qu'on est
tous obligés d'avoir la 5G. C'est le débat qu'on a aussi. Le dernier portable, dernier cri, comme on dit. Je crois aussi qu'il faut parfois raison garder. Et toujours avec le progrès, parce que, par exemple, sur la question de la santé, aujourd'hui, il y a des machines dans les hôpitaux qui sont formidables, où on trouve tout à la seconde près. Mais en même temps, il faut adapter aussi notre mode de vie et se préserver justement la nature pour se préserver soi-même. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on tape un peu, entre guillemets, sur les citoyens, mais il y a aussi, on a notre part de responsabilité, mais il y a aussi la politique qui a sa part de responsabilité. Il y a les entreprises qui ont leur part de responsabilité, qui font des iPhones à obsolescence programmée, qui font exprès de faire ça sur les différents produits électroménagers pour qu'on rachète encore plus. Donc c'est tout le monde, voilà. Tout le monde doit aller dans le même sens. Malheureusement, c'est antinomique, c'est contradictoire au capitalisme. Pour réduire notre empreinte carbone, il faut réduire notre consommation. Et le capitalisme, c'est basé sur l'économie, il faut acheter tout le temps. L'économie de marché. Voilà, il faut acheter tout le temps, sinon... et la croissance. Voilà. Le PIB, voilà, c'est ce qu'on a besoin. D'où le problème que rencontre le mouvement écologiste pour essayer d'apporter des solutions, parce qu'en face de l'écologie, il y a le capitalisme, et pour l'instant, le capitalisme, reconnaissons-le, est plus fort. Comme conclusion, c'est dur de dire ça, Gismi Ramadou. Jusqu'à quand Bravo. Merci. Merci à vous deux Merci. Pour cet échange. On aura l'occasion d'y revenir et de vous revoir, c'est pas tout, pour voir un petit peu comment ça avance et un petit peu comment réagit la population. On prendra le temps de le faire. J'ai posé cette question-là exprès, provocatrice, parce que pour l'instant, tout le monde va en supermarché, tout le monde va au magasin pour acheter le dernier électroménager à la mode, parce que ça fait plaisir, et tant qu'on peut éviter de faire le travail ménager, ça arrange pas mal de monde. Merci à vous. On va nous marquer une pause, on se retrouve juste après. Quel est l'événement d'aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nous inaugurons l'annexe de l'Est. Scopsir a un siège à Saint-Denis, au centre d'affaires Catchy. Nous avons une annexe, il y a 2 ans de cela, nous avons ouvert une annexe dans l'Ouest, à Saint-Paul. Et aujourd'hui, 2 ans après, nous ouvrons l'annexe de l'Est à Saint-Benoît. Et c'est important parce que nous avons 200 bénéficiaires à peu près et 67 salariés. Donc il est important d'avoir une annexe dédiée aussi bien aux bénéficiaires qu'aux salariés. On va préciser quelque chose. Quel est l'objectif de votre structure ? Aujourd'hui, quelle est votre mission ? Alors, l'objectif, la mission première du SAD, c'est de dispenser des prestations de services aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, aux personnes atteintes de pathologies chroniques, ou encore des personnes comme vous et moi, qui n'avons pas besoin forcément d'une aide, d'une assistance à la personne, mais voilà, pour une assistance notamment au ménage. Voilà. Aujourd'hui, quel constat on peut faire de cette activité d'aide à la personne ? Comment cette activité se place dans cette société aujourd'hui ? Alors, un des enjeux majeurs de notre société, c'est le vieillissement de notre population. Donc nous devons, tous les SAD de La Réunion devraient se structurer sur le modèle médico-social pour appréhender le vieillissement et les difficultés que cela pose dans la société en termes de prise en charge de nos bénéficiaires. Donc il y a évidemment une culture à appréhender, la culture médico-sociale, puisque depuis 2016, le législateur nous a basculé du secteur commercial au secteur médico-social. Et là, cela sous-tend que nous devrions respecter les lois fondatrices du social et du médico-social, avec tout ce que cela suppose en termes de cadre juridique, des outils de la loi 2002 à mettre en place. J'entends par là un projet de service, le projet individualisé de la personne, donc une évaluation, voir quels sont ses besoins, ses attentes, ses désirs aussi, parce qu'il n'y a pas que la prise en charge. Et donc il nous faut penser la prise en charge de manière globale, avec une expertise sociale
pour que nous puissions mieux appréhender ses besoins dans son écosystème familial, social et, comme je vous disais, de manière globale. Voilà. D'abord, pour faire suite à cette question, comment a évolué le service à la personne ces 20, 30 dernières années? Est-ce qu'il y a eu de nouveaux besoins, de nouvelles demandes, ou est-ce que c'est les maladies qui décident de ce que peut avoir besoin ou pas le bénéficiaire ou la bénéficiaire? Quand nous étions dans le secteur du commercial, il y avait le service confort qui était plus présent, c'est-à-dire avoir une intervention au niveau du ménage. Aujourd'hui, nous sommes dans le médico-social. Certes, il y a l'assistance au ménage, mais cela sous-tend que pour intervenir chez une personne, intervenir sur le corps aussi d'une personne, eh bien, il faut que nous ayons un cadre d'hygiène respectueux. Et surtout, c'est le premier acte d'humanité, l'hygiène dans le logement, un logement décent, et l'hygiène sur le corps de la personne. Donc on a évolué vers ces aspects-là. Les intervenants à domicile ne sont plus uniquement des femmes de ménage, ce sont des personnes qui accompagnent socialement. Il y a l'assistance à la toilette en plus, l'assistance au déplacement, donc on entend par assistance au déplacement chez le médecin, chez le pharmacien, chez les spécialistes, ou bien tout simplement faire les courses et puis veiller à leur épanouissement. Il y a aussi l'assistance administrative, donc il y a à faire un petit peu le tri dans les courriers des personnes, les aider à envoyer leurs courriers, à payer leurs factures, leur loyer. Donc voilà, c'est beaucoup plus global comme démarche et nous ne sommes plus seulement focalisés sur les ménages. Et ça, il faut absolument que nous déconstruisions cette représentation négative que nous avons du métier pour enfin voir tout le potentiel que peut apporter un intervenant à domicile auprès des personnes âgées, des personnes vulnérables, tout simplement. La politique a du mal aujourd'hui à définir correctement les besoins et ne sait pas dans quel sens où aller. Qu'est-ce que vous, au niveau du terrain, qu'est-ce que vous pourriez leur apporter comme information pour leur dire qu'aujourd'hui, les besoins criants, c'est ça? Il nous faut, s'il y a une vraie évolution à engager, et d'ailleurs c'est ce que prévoit la loi, l'année prochaine on va engager le virage du soin. C'est important que le soin soit associé au service, qu'il y ait une coordination intelligente des interventions, des professionnels qui interviennent à domicile. Donc ça c'est une évolution importante de notre secteur. Donc, le cahier des charges est en cours d'élaboration et l'année prochaine, au 30 juin 2023, nous pourrions avancer vers le soin. Donc il y aura enfin une coordination beaucoup plus pertinente. Et tous les professionnels qui gravitent autour de la personne aidée pourront discuter ensemble de comment mieux appréhender cette personne chez elle et lui permettre de vieillir dans les meilleures conditions. Concrètement, aujourd'hui, il y a cette délocalisation, on crée une structure pour se rapprocher aussi des régions. Qu'est-ce que ça va apporter de mieux dans la façon de travailler dans vos missions? On a quand même affaire à des personnes vulnérables qui se déplacent peu, qui ont une mobilité réduite. Donc venir jusqu'à Saint-Denis au siège pour régler des petits problèmes administratifs, c'est compliqué. Ça peut être une facturation, ça peut être un planning. Donc c'est mieux quand même d'être sur le territoire Est pour avoir un meilleur rayonnement et leur permettre de venir nous rencontrer en ce lieu. Et qu'est-ce que vous espérez? Quelles sont les premières retombées que vous allez avoir justement du fait que vous êtes maintenant sur le territoire de l'Est, que concrètement dans le travail, ça sera plus facile, vous êtes plus près de vos salariés, vous êtes plus près du cadre administratif dont ils ont besoin et surtout plus près des bénéficiaires? Oui, bien sûr, on est plus près et quand on est plus près, on peut discuter de vive voix des choses qu'au téléphone passent difficilement. On peut réagir, avoir une réactivité plus intéressante. Et puis, vous savez, nous avons prévu un lieu dédié aux personnes aidées. Nous avons remarqué que beaucoup de personnes sont isolées. Non, personne à qui parler si ce n'est l'intervenant.
ou l'infirmier ou le kiné. Donc c'est un lieu où ils vont pouvoir venir prendre le café, discuter, rompre cet isolement social et leur permettre de se sentir un peu plus considérés. La dernière question, vous l'avez dit tout à l'heure, la population vieillit. On attendait à peu près 100 000 personnes de 60 ans à l'horizon 2030. Apparemment, ça va être le double, voire plus. La Réunion, en termes de structure, en termes de préparation, en termes de mentalité, est-elle déjà en train de se préparer ou est-elle déjà prête à affronter justement ce vieillissement de la population? Je pense que les institutions sont pleinement conscientes de cela, de ces enjeux majeurs. Le département, qui est le chef de file de l'action sociale, a engagé un certain nombre de démarches auprès des SAD ces derniers temps pour les aider à se structurer, à se moderniser. Donc le président est à nos côtés. En fait, le président est pleinement conscient de cela et donc il met à notre disposition ses services pour nous aider à se structurer, à se moderniser. Ça se fait difficilement parce que c'est un changement de paradigme. On était commercial, on passe médico-social avec tous les codes du médico-social, tout le respect de la comptabilité, des outils de la loi 2002. C'est compliqué, mais ça se fait. Aujourd'hui, on peut dire que le secteur d'activité concernant l'aide à la personne, et même si ce n'est pas simple, en tout cas, ça avance. Ça avance et ça se structure. Mais ça doit se structurer autour de la personne aidée et avec tous les partenaires qui y gravitent. Parce que seul, ça va être compliqué pour nous de répondre à tous les besoins de la personne aidée. Avec le kiné, avec l'infirmier, avec la Maya, avec tous les partenaires, avec le département, on va y arriver. Mais il faut effectivement qu'on travaille cette coordination et c'est ce que prévoit le cahier des charges 2023.